Imaginez un pays qui découvre, je ne sais pas, un énorme gisement d'uranium ou bien une énorme mine d'or. A priori, c'est le jackpot, c'est vraiment un cadeau tombé du ciel qui va ruisseler sur à peu près toute l'économie. En tout cas, c'est ce qui est souvent annoncé dans les médias, un peu partout, par les hommes politiques. Voilà, grosse chance qui vient de tomber sur le pays. Pourtant, si vous revenez quelques années plus tard, il y a de grandes chances que vous tombiez sur un pays qui a sombré dans la pauvreté avec énormément de corruption, voire même des guerres civiles. Comment est-ce possible? Pourquoi cette richesse s'est transformée en malédiction? C'est un paradoxe économique fascinant qui s'appelle la malédiction des ressources et qui explique ce qui s'est passé dans des pays comme le Venezuela ou bien la Russie qui, au départ, avait tout pour réussir et notamment d'énormes ressources. Et cette malédiction, c'est une théorie qui s'observe depuis des siècles. L'idée est simple, les pays riches en ressources naturelles, donc pétrole, gaz, minerais, ont souvent une croissance économique plus faible, des institutions plus corrompues et des sociétés plus inégalitaires que les pays qui n'en ont pas. Donc dit autrement, cette richesse peut devenir un poison. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est ce qu'on appelle la maladie hollandaise. Ce terme vient d'un article de The Economist de 1977 qui explique les conséquences de la découverte de gaz naturel aux Pays-Bas. Depuis que dans les années 60, du gaz a été découvert non seulement dans la mer du Nord, mais finalement un petit peu partout dans le pays, la monnaie locale, le florin, est devenue plus forte. Résultat, les autres secteurs de l'économie, comme l'industrie, sont devenus moins compétitifs à l'export. Pourquoi? Parce que la monnaie étant plus forte, les produits exportés sont plus chers qu'avant, donc ils arrivent moins à trouver des débouchés. Et c'est une situation qui est vécue par la plupart des pays qui ont été dans la même situation. Le problème, c'est que tout va bien tant que le prix des matières premières, tant que l'extraction, la production, etc. tient la route. Mais dès que la rente des matières premières diminue, le pays se retrouve avec les restes de l'économie, l'industrie, je le disais, qui n'arrivent pas à prendre le relais. C'est un peu comme si d'avoir ce secteur des matières premières qui était trop fort, ça va affaiblir tout le reste de l'économie. Le deuxième mécanisme, c'est la volatilité des prix. On le sait, les matières premières, comme le pétrole ou le cuivre, ont souvent des prix qui sont cycliques et même des cycles assez brutaux. Quand les prix montent, tout va bien, l'économie du pays s'en sort très bien, mais dès qu'ils chutent, c'est une catastrophe. Pensez à un pays comme l'Angola, par exemple, où 90% des revenus d'exportation proviennent du pétrole. Il suffit d'avoir une chute des cours et c'est l'effondrement budgétaire. C'est impossible, en tout cas pas impossible, mais disons très difficile de gérer un pays dont les recettes peuvent perdre 40% en quelques mois. Et enfin, troisième mécanisme, c'est que quand il y a beaucoup de matières premières, on retrouve aussi beaucoup de corruption et de ce qu'on appelle des institutions extractives. Donc ce concept d'institution extractive, il a été popularisé par les économistes Acemoglu et Robinson, qui ont gagné le prix Nobel d'économie 2024. Et ce terme désigne des institutions qui concentrent le pouvoir et les richesses entre les mains d'une élite. Donc plutôt que de favoriser la croissance et l'innovation pour l'ensemble de la société, ces institutions, elles vont extraire la richesse produite, c'est pour ça qu'on les appelle institutions extractives, et la capturer au profit d'un petit groupe, souvent au détriment de la population et du reste de la société. Un bon exemple, c'est la Russie. Depuis la chute de l'URSS, l'économie russe, elle s'est massivement appuyée sur ses exportations d'énergie, c'était un gros point fort, et cette concentration des richesses, elle a provoqué la concentration du pouvoir et la corruption. Les revenus du pétrole et du gaz sont contrôlés par des entreprises d'État, on connaît bien Gazprom, on connaît Rosneft, qui servent aussi de levier politique, et ça crée un cercle vicieux où les élites s'enrichissent, mais où le pays dans son ensemble reste économiquement fragile. Mais l'exemple le plus tragique de la malédiction des ressources, c'est peut-être le Venezuela. À la fin des années 20, le pays découvre ses premières grandes réserves de pétrole. Donc très vite, le Venezuela devient l'un des plus gros exportateurs, et dans les années 70, il est incroyablement riche. Les infrastructures se développent, la classe moyenne explose, et tout semble bien se passer. Mais dès les années 80, tout s'effondre. Pourquoi? Parce que le pétrole est devenu une dépendance. Forcément, on a tendance à négliger l'agriculture, l'industrie locale, etc. C'est tellement plus facile d'importer des produits en payant avec des pétrodollars. Mais lorsque les prix du pétrole ont chuté, le Venezuela s'est retrouvé avec un budget qui était intenable. Mais non seulement ils ont mal géré la volatilité du pétrole, il y a aussi eu énormément de corruption. Que ce soit sous Hugo Chavez ou bien sous Maduro, les revenus pétroliers ont souvent été utilisés pour financer des programmes populistes, mais aussi pour enrichir un cercle restreint de proches du pouvoir. La Compagnie nationale pétrolière, la PDVSA, qui était autrefois une entreprise qui marchait bien, très efficace, très rentable, c'est devenu un gouffre avec une gestion vraiment catastrophique, au point qu'aujourd'hui, les employés sont tellement mal payés qu'ils sont quasiment tous obligés d'avoir un deuxième travail. Personne n'arrive à vivre avec purement son travail chez le géant pétrolier. Résultat, même si le Venezuela a d'immenses réserves de pétrole, on parle souvent des plus grosses réserves de pétrole mondiales, ils ont quand même dû par moment importer du pétrole iranien. Ça paraît complètement fou, mais c'est ce qui s'est passé ces dernières années. Alors, pourquoi est-ce que certains pays s'en sortent? Pourquoi est-ce que la Norvège, par exemple, qui a découvert d'immenses réserves de pétrole en mer du Nord dans les années 60, est aujourd'hui l'un des pays les plus prospères, les plus égalitaires du monde? La réponse, c'est la gestion.
Dès le départ, la Norvège a pris des décisions stratégiques pour éviter la malédiction. En gros, ils ont fait tout l'inverse des autres. Par exemple, ils ont créé leur fameux fonds souverain où une grande partie des revenus pétroliers est placée pour les générations futures. Ce fonds souverain, il est vraiment fascinant. Il vaut aujourd'hui environ 1700 milliards de dollars, sachant qu'il y a environ 5,6 millions de Norvégiens. Ça revient à un montant de un peu plus de 300 000 dollars par personne. Donc, si vous êtes une famille de 4, vous pouvez vous dire que la Norvège a environ 1,2 million de dollars qui est placé pour assurer votre avenir. Et ce qui est génial, c'est que c'est totalement transparent. Si vous allez sur le site du fonds souverain, je vous encourage à le faire, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo du podcast, vous avez sa valeur en temps réel, donc vous pouvez voir à quel point ça monte ou ça baisse, et surtout, vous pouvez aller voir tous ses investissements. Vous voyez exactement combien il a investi dans Apple, le nombre d'actions investies dans Apple, dans Dassault Aviation, etc. Mais vous avez aussi le détail de tout l'immobilier, donc vous pouvez voir les immeubles qu'ils vont posséder, que ce soit sur les Champs-Élysées, j'ai vu qu'ils avaient le magasin, enfin l'immeuble avec le magasin Nike, vous voyez leur propriété Place Vendôme, ou bien à New York, à Londres ou à Sheffield. Mais grâce à ce fonds, la Norvège n'est pas directement affectée par la volatilité des prix du pétrole. Au lieu de s'en servir dans son budget annuel pour payer ses factures courantes, j'ai envie de dire, il est fait pour gérer le pays à très long terme. Donc ce qui est super, c'est que dès que les revenus du pétrole sont rentrés, ils sont réinvestis dans beaucoup d'actions, un peu d'obligations, d'immobilier, etc. Et ça sert pour le futur. Alors que forcément, si vous voulez payer vos factures avec vos pétrodollars, là c'est compliqué et dès que le prix du pétrole baisse, il y a de gros soucis. Justement, la Norvège a bien compris comment gérer ça à long terme. En plus, la Norvège a investi massivement dans l'éducation, dans les infrastructures et dans des industries diversifiées, justement pour éviter cette dépendance au pétrole. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé le pétrole comme un tremplin et pas comme une béquille. Et peut-être que comme moi, vous pensez à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, etc. Et effectivement, ils se sont inspirés du modèle norvégien, mais avec des différences quand même importantes. Parce que la Norvège est vraiment partie sur un modèle prudent, transparent, très long terme, où les revenus pétroliers sont placés dans ce fonds souverain dont on a discuté, qui va être destiné à financer le bien-être des citoyens. Et c'est là où ça change un peu par rapport à Dubaï, et les générations futures. C'est-à-dire que ce fonds, il va financer les retraites, les services publics, etc. Alors que de son côté, Dubaï a adopté un modèle beaucoup plus entrepreneurial, puisqu'ils vont réinvestir massivement les richesses pétrolières dans des infrastructures et des projets économiques, mais cette fois-ci pour attirer les capitaux étrangers, les capitaux expatriés, etc., sans focus sur la redistribution interne comme le fait la Norvège. Mais dans les deux cas, il n'y a pas de malédiction des ressources, il y a vraiment une très bonne gestion. Et ça, c'est pas qu'une leçon pour les États, on a exactement la même chose au niveau individuel, au niveau des entreprises, on a le même principe qui s'applique, c'est-à-dire qu'une richesse trop rapide est souvent mal gérée et peut faire finalement plus de mal que de bien. On connaît tous l'histoire des gagnants de loterie qui finissent ruinés, ou bien ces entreprises qui vont exploser rapidement avec vraiment un produit qui va avoir énormément de succès, mais qui vont ensuite s'effondrer parce qu'ils n'ont pas eu de vraie stratégie à long terme. Alors non, la malédiction des ressources n'est pas une fatalité. Je vous ai parlé de la Norvège, on a vu Dubaï, mais il y a aussi le Canada, etc. Donc il y a quand même plusieurs pays avec des ressources importantes. On peut même presque mettre les États-Unis dans le lot. On peut avoir des pays qui ont des ressources, des matières premières importantes et qui pourtant ne sont pas tombés dans la pauvreté, les guerres civiles, etc. Mais on le voit, c'est toute une question de gestion, mais c'est aussi une question d'institution. C'est, comme je vous l'ai dit, sur ce thème des institutions que le prix Nobel 2024 a été décerné à j'ai cité que 2 chercheurs, mais ils ont été 3. Donc voilà, institutions fortes, transparentes, etc. C'est ce qui sauve de cette malédiction des ressources. Est-ce que vous pensez que cette malédiction des ressources, c'est une théorie économique un peu bancale, un peu bidon, ou bien est-ce que réellement certains pays auraient presque mieux fait de ne jamais trouver leur gisement de pétrole ou de gaz? On peut penser au Venezuela. Est-ce que réellement ça a été une malédiction à un moment de tomber sur cette richesse et de ne pas savoir bien la gérer? J'ai l'impression que ce temps de malédiction des ressources est un peu derrière nous, qu'aujourd'hui les pays qui ont ces ressources-là, je vous ai cité déjà pas mal d'exemples, arrivent à beaucoup mieux les gérer. J'ai l'impression que c'est un peu quelque chose du passé. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci encore pour votre fidélité, pour vos abonnements. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, ou bien évidemment de liker cette vidéo si elle vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.